Je n'ai pas discuté quand mon fils a dit que tout serait à lui. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste souri avec cette même expression condescendante que je lui connaissais depuis qu'il était enfant. Le testament de sa mère, a-t-il dit, n'était qu'une formalité. Il avait déjà décidé que j'étais oublié, effacé, indigne. Mais une phrase dans la voix de l'avocat a renversé la pièce. Non pas parce que tout a changé, mais parce que quelqu'un s'est souvenu de qui, dans cette famille, avait un jour construit non seulement les maisons, mais les fondations mêmes de ce qu'ils appelaient leur vie. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Gregory Hansen. J'avais 72 ans quand tout cela a commencé. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été ingénieur en structure. Non pas le genre qui passait ses journées à cliquer sur des boutons dans une tour climatisée, mais le genre qui portait un thermos sur le terrain et esquissait des lignes de renforcement dans les marges de plans tachés de café. Je me suis spécialisé dans les ponts, en acier, en béton, parfois en bois. J'aimais le concept de relier deux endroits qui autrement ne pourraient pas se rencontrer. Ça avait du sens pour moi. Ça donnait une forme à la vie. Je vivais à Spokane, dans l'État de Washington, dans une maison de plein pied qui n'avait pas été repeinte depuis que mes genoux pouvaient supporter les échelles. Le toit s'affaissait dans les coins, les planches du porche gémissaient, comme de vieux hommes eux-mêmes, et la chaudière avait un sifflement qui pouvait rivaliser avec un train. Ça ne me dérangeait pas. J'avais du chauffage, un lit, une bouilloire qui sifflait encore, et un fauteuil qui connaissait la forme de mon dos. Je n'avais pas besoin de beaucoup plus. Je n'avais pas d'animaux. Je n'avais pas de parents vivants. J'avais un fils, Marcus, et une ex-femme nommée Hélène. La maison était silencieuse la plupart des jours. Le genre de silence qui ne se contentait pas de s'installer sur les pièces. Il y vivait. Il se déplaçait avec la lumière et se faisait pressant pendant les longs après-midi. Autrefois, je le trouvais insupportable. Puis j'ai cessé de le remarquer. Les matins étaient toujours les mêmes. Je me levais tôt, généralement avant que le ciel ne passe du noir à la cendre. Je faisais bouillir de l'eau, je préparais du café instantané, je cuisinais parfois des œufs si le réfrigérateur le permettait. Je lisais le journal, imprimé, pas numérique, et je résolvais les mots croisés avec un crayon émoussé que je n'aiguisais jamais. Le lundi, je sortais les poubelles. Le jeudi, je marchais jusqu'au bureau de poste, même si je n'attendais pas de courrier. J'aimais la routine. Elle donnait des contours à mes journées. Je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où j'étais l'homme qu'on appelait quand les délais approchaient et que l'acier se pliait là où il ne devait pas. J'ai un jour aidé à empêcher l'effondrement partiel d'un viaduc près de Sacramento en rampant dessous avec une lampe de poche et un bloc-notes. C'était en 1994. J'avais 41 ans alors, plus mince, plus bruyant, et je portais encore une alliance. J'ai perdu l'alliance dans un lavabo d'hôtel à Denver. Le mariage a suivi 1 an plus tard. Hélène disait que j'étais marié à mon travail. Je suppose qu'elle avait raison. Je ne discutais pas beaucoup. Je n'élevais jamais la voix. C'était toujours sa plainte. Elle disait que le silence pouvait être plus cruel que les cris. Je ne le croyais pas à l'époque. Maintenant, je ne suis plus si sûr. Marcus est resté avec elle après le divorce. Il avait 17 ans et tenait déjà de sa mère. La langue acérée, impatient, brillant d'une manière impitoyable. J'ai envoyé des cartes au début. Anniversaire, remise de diplôme, de petites notes sur la météo ou
un pont que j'avais croisé qui me rappelait quelque chose que nous avions vu en vacances. Il n'a jamais répondu. Finalement, les cartes sont revenues non ouvertes. Puis j'ai arrêté d'en envoyer. Pourtant, je pensais à lui. Chaque fois que je traversais un pont, j'imaginais lui expliquer pourquoi il tenait comme il le faisait. Chaque fois que je lisais sur de nouveaux projets d'infrastructure ou que je voyais des nouvelles sur les mélanges de ciment résistants à la sécheresse en Californie, je me demandais s'il s'était lancé dans l'ingénierie comme il avait dit qu'il le ferait. Mais je ne savais pas. Et personne ne me le disait. Je n'avais pas beaucoup de visiteurs. Parfois, un voisin me faisait un signe de la main. Une fois par mois, une femme de la ville venait inspecter la clôture arrière parce que je vivais près d'un canal de ruissellement. Elle ne restait jamais longtemps. Le silence est devenu mon compagnon. Il n'exigeait rien. Il ne partait pas. Cet hiver-là, Spokane a eu plus de neige que d'habitude. Le genre de neige qui s'accumule comme un souvenir, douce, blanche et lourde. J'ai passé la plupart des jours à l'intérieur, écoutant la chaudière cliqueter et sirotant du café faible. J'ai relu de vieux journaux, ceux que j'avais tenus pendant des chantiers dans les Dakota et le Michigan. J'ai pensé à envoyer une lettre à Marcus, mais je n'avais rien à dire qui n'ait déjà été ignoré. Puis, un mardi matin de mars, quelque chose a changé. J'étais assis près de la fenêtre, regardant deux corbeaux se battre pour un morceau de plastique dans la cour. Le vent était fort, et le ciel avait l'air contusionné. J'ai entendu le cliquetis du couvercle de la boîte aux lettres. Je n'ai pas bougé tout de suite. Le courrier arrivait si rarement que ça ne semblait pas urgent. Mais quand je suis sorti et que j'ai ouvert la boîte, j'ai vu une enveloppe qui n'avait rien à faire parmi les prospectus habituels et les relevés bancaires. Elle était épaisse, lourde, de couleur crème, avec mon nom complet tapé en lettres noires nettes sur le devant. Gregory Hansen. Pas résident, pas acquis de droit. Mon nom. L'adresse de retour était un cabinet d'avocats à Los Angeles. Drake & Partners. J'ai tenu l'enveloppe dans ma main un long moment avant de l'ouvrir. Il y avait un poids dans le papier qui n'avait rien à voir avec l'épaisseur. À l'intérieur, la lettre était brève. J'étais invité, formellement, à la lecture du testament d'Helen Gardner, anciennement Helen Hansen. La date était dans 2 semaines. Le lieu était à Bel Air, en Californie. Le nom de Marcus Hansen apparaissait en copie, bien que je ne sois pas sûr qu'il sache que j'étais invité. Mes mains étaient froides quand j'ai replié la lettre dans son enveloppe. Je ne me suis pas assis. Je suis juste resté là, fixant la cour, la neige fondant en herbes boueuses. Hélène était partie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti ce que je pensais devoir ressentir. Juste une lente et profonde prise de conscience que la seule personne qui m'avait un jour vraiment connu, m'avait aimé, s'était disputée avec moi, avait construit une vie avec moi, ne marchait plus sur cette terre. Quoi que nous ayons eu, aussi brisé soit-il, était maintenant scellé dans quelque chose de plus froid que le silence. Et maintenant, quelqu'un me voulait dans une pièce avec son nom sur le mur. Je n'étais pas sûr de pourquoi. Mais je savais que j'irais. J'avais passé trop de ma vie à construire des choses pour les autres. Des ponts, des maisons, de la stabilité. Maintenant, peut-être, était-il temps de voir ce qui m'avait été laissé, non pas en dollars ou en actes, mais en décisions prises à mon insu. J'ai replié l'enveloppe à nouveau. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Et j'ai préparé une nouvelle tasse de café. La chaudière a cogné dans les murs. Dehors, les corbeaux s'étaient envolés. Le matin, après avoir reçu la lettre, le vent s'est levé. Il hurlait à travers les interstices de mes fenêtres et frappait des branches cassantes contre le revêtement.
Je suis resté assis à table, la lettre toujours posée sous la salière, comme si l'épinglé pouvait retarder ce qu'elle représentait. Je n'y avais pas touché depuis que je l'avais ouverte, mais je continuais à la regarder comme si elle pouvait se mettre à parler. Elle l'avait déjà fait, à sa manière. Elle avait murmuré quelque chose qui ressemblait au début d'une fin. J'ai passé la journée sans décider. J'ai préparé du café et je l'ai jeté. J'ai fait du pain grillé et je l'ai oublié dans le grille-pain jusqu'à ce qu'il brûle. J'ai essayé de lire mais je ne pouvais pas absorber les mots. Ils flottaient sur la page comme du pollen, légers, sans signification, s'échappant constamment. Dehors, la neige a recommencé à tomber. De gros flocons lourds comme on n'en voit que dans la partie la plus profonde de l'hiver. Le genre qui étouffe tout bruit, qui enterre tout sous un silence blanc si épais qu'il semble délibéré. Je l'ai regardé pendant des heures. Il y avait quelque chose de réconfortant dans son immobilité. Elle ne faisait aucune demande, n'offrait aucune opinion. Elle était, tout simplement. En fin d'après-midi, je suis allé au hangar derrière la maison. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. La porte était coincée par le froid, et j'ai dû l'ouvrir avec l'épaule. À l'intérieur, j'ai trouvé une vieille valise, bleu marine, éraflée au coin, la poignée enroulée de rubans adhésifs. Je ne savais pas encore si je la ferais, mais je l'ai quand même ramenée à l'intérieur. Elle est restée près de la porte d'entrée comme une question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis dans mon fauteuil avec une couverture sur les genoux, écoutant la maison craquer. Le vent s'était encore levé. Il criait au toit comme s'il était en colère contre l'idée d'un abri. Le courant a vacillé une fois, puis a tenu. J'ai regardé l'horloge changer de minute en minute. À 2h13 du matin, je me suis finalement levé et j'ai marché pieds nus jusqu'au porche. La neige avait cessé, mais le monde était méconnaissable. Tout était recouvert de blanc. La rue, les arbres, la clôture, disparus. Tout était couvert comme un tableau noir effacé, comme si rien ne s'était jamais passé là, comme si personne n'avait jamais marché sur ces trottoirs ou conduit sur cette route. C'était comme si le monde s'était nettoyé. J'avais l'impression d'être peut-être la seule chose restante qui se souvenait. Et puis j'ai dit son nom à voix haute. Hélène. Juste ce mot. Pas fort. Pas amer. Je n'ai même pas réalisé que je l'avais dit jusqu'à ce que le son résonne depuis les arbres. Je n'avais pas prononcé son nom depuis des années. Pas depuis le divorce. Pas depuis que les cartes ont cessé d'arriver. Pas depuis que les photographies avaient été rangées et que l'alliance avait été avalée par un drain à Denver. Elle avait été la première personne à me faire sentir à la fois connue et invisible. Elle voyait à travers moi d'une manière qui me ravissait et me terrifiait. Sa présence avait toujours eu du poids, comme un vent vif avant une tempête. Et maintenant elle était partie, et le vent n'avait plus rien autour de quoi tourner. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert le placard où je gardais mes vieux albums. Je ne les avais pas regardés depuis des lustres. Les couvertures étaient poussiéreuses, les pages rigides par manque d'utilisation. Le premier avait notre mariage sur la couverture. C'était en juillet 1973, et elle souriait d'une manière que j'avais oubliée. Nous étions si jeunes. Sa robe n'était pas chère, mais elle la faisait paraître comme si elle sortait d'un magazine. Mon costume ne m'allait pas tout à fait, mais elle avait dit que j'avais l'air sérieux et doux, ce qui m'avait fait rire à l'époque. Il y avait des photos de notre premier appartement, celui au-dessus de l'épicerie sur la 7e. Elle détestait l'odeur d'oignons qui montait du plancher, mais elle aimait la vue sur la ville. Il y avait des photos de Marcus bébé, ses yeux grands ouverts et toujours fixés sur l'appareil photo, comme s'il était déjà sceptique face au monde.
J'ai feuilleté les pages jusqu'à ce que les images commencent à se brouiller. Non pas par émotion, mais par le temps. L'encre s'était estompée, les coins s'étaient recourbés. Même les souvenirs vieillissent. Même le papier oublie. Plus tard ce matin-là, j'ai consulté la section nécrologique en ligne. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que je voulais une preuve. Peut-être que j'avais besoin de voir son nom imprimé pour croire qu'elle était vraiment partie. Ça n'a pas pris longtemps à trouver. Son nom était listé en 3e position dans le Los Angeles Times, dans une police serif nette. Elaine Gardner, 71 ans, philanthrope, entrepreneur et défenseur des femmes dans les affaires, est décédée paisiblement à son domicile le 9 mars. Les mots effleuraient à peine la surface. Il listait ses adhésions à des conseils d'administration, ses dons, ses récompenses. Il mentionnait l'aile de l'université qui portait son nom. Il notait qu'elle laissait dans le deuil son fils, Marcus Gardner. Il n'y avait aucune mention de moi, pas même en tant qu'ancien conjoint. J'avais été effacé comme une première ébauche qui ne convenait plus à l'histoire finale. C'est alors que ça m'a frappé, pas le chagrin, pas même l'amertume, mais un vide. Ce n'était pas qu'elle était morte. C'était qu'elle était morte dans un monde qui ne se souvenait plus que j'avais fait partie du sien. Notre mariage avait été réel. Nos disputes, nos projets, notre lit partagé, notre enfant. Tout cela s'était produit. Et pourtant, maintenant, j'étais un fantôme même dans le récit de sa vie. La neige à l'extérieur avait commencé à fondre, mais pas rapidement. Les rues étaient encore couvertes, les chasse-neige n'étaient pas passées. Le monde était en pause. Ça me donnait de l'espace pour respirer, de l'espace pour considérer ce que signifiait être invité à la lecture d'un testament dont je ne connaissais pas l'existence. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'ai pensé à appeler quelqu'un, n'importe qui, mais il n'y avait personne à appeler. Personne qui nous connaissait tous les deux, personne qui se souviendrait de la chaleur de juillet de notre mariage, ou de l'averse en Oregon, où nous nous étions disputés pendant des heures sur rien et tout. Cet après-midi-là, je me suis rassis à table. J'ai relu la lettre. Cette fois, j'ai laissé chaque mot s'imprégner. On me demandait de revenir dans une histoire que je pensais terminée. Non pas comme une note de bas de page, mais comme quelqu'un nommé directement. Ma présence était requise. Ce n'était pas seulement juridique, c'était intentionnel. Quoi qu'Hélène ait fait, elle s'était assurée que je fasse partie de la fin. Je ne savais pas encore pourquoi. Je ne savais pas si ça ferait mal ou si ça aiderait. Mais je savais que j'irais. Non pas pour l'argent, non pas pour la vengeance, pour la mémoire, pour le poids, pour la partie de ma vie qui avait été avalée par le temps et le silence. J'ai refermé l'album, j'ai fait la valise près de la porte et j'ai réservé un billet pour Los Angeles. Le vol de Spokane à Los Angeles m'a semblé plus long qu'il ne l'était. Non pas en temps, mais en distance mesurée par la mémoire. J'ai regardé les nuages défiler par la fenêtre comme s'ils remontaient les années, enlevant des couches que j'avais délibérément laissées s'installer. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas mangé. J'ai gardé l'enveloppe avec la lettre de l'avocat dans la poche de mon manteau, pliée 2 fois, même si j'en avais mémorisé chaque mot. Quand j'ai atterri, l'air m'a frappé comme un four ouvert, sec et chaud, portant l'odeur d'asphalte et de laurier rose. Le ciel était trop lumineux, trop grand. Je n'y étais plus habitué. J'ai hélé un taxi, j'ai donné au chauffeur l'adresse écrite au bas de la lettre, et je me suis adossé pendant que la ville se dévoilait à travers les fenêtres. Je n'ai rien reconnu. Los Angeles avait changé. Les bâtiments s'étiraient plus haut,
Les rues bourdonnaient d'une agression silencieuse, et tout se déplaçait comme si ça avait un meilleur endroit où être. Le chauffeur n'a pas parlé, et ça ne m'a pas dérangé. Je continuais à regarder une ville dont j'avais connu les coins et les ombres. Maintenant, tout ressemblait à un décor de théâtre reconstruit par des étrangers. Quand la voiture a tourné dans une allée étroite et ombragée, mes mains se sont crispées sur mes genoux. J'ai d'abord reconnu le mur de pierre, de couleur crème, bordé de vignes grimpantes que quelqu'un avait clairement engagé un jardinier pour dompter. Puis est venue la grille en fer forgé, maintenant motorisée, s'élevant silencieusement à notre approche. Derrière elle, la maison est apparue. La maison dont Hélène et moi avions un jour rêvé. Pas cette version exactement, mais l'idée. Haut sur une colline, surplombant la ville, où les lumières scintilleraient, comme des diamants renversés après la tombée de la nuit. À l'époque, nous avions parlé de jardin, de fenêtres ouvertes, d'un large porche où nous pourrions boire du café et regarder notre fils jouer. Ce qui se tenait devant moi maintenant était plus froid, plus grandiose, chirurgicalement parfait. Stuc blanc, fenêtres à cadre noir, toit en ardoise, et de grands palmiers flanquant l'entrée comme des gardes. Ça ressemblait à quelque chose dans un magazine, ou un mausolée. J'ai payé le chauffeur et je suis sorti, ma valise à la main. Un jeune homme en costume sombre se tenait près de la porte, tenant un presse-papier. Il n'a pas souri. Il a demandé mon nom, a hoché la tête quand je le lui ai donné, et m'a fait signe d'entrer sans un mot. Le couloir m'a avalé. L'intérieur était feutré, climatisé, presque sacré. Des sols en marbre, de hauts plafonds, de l'art que je ne reconnaissais pas. Aucune trace de la femme que j'avais connue. Pas une seule photo en vue. Tout était organisé au point d'en être stérile. J'ai suivi l'homme dans un couloir, passant devant des pièces qui semblaient conçues pour impressionner, pas pour y vivre. Un salon s'ouvrait devant, grand et formel, avec des fauteuils en velours et une cheminée garnie de laiton. C'est là que je l'ai vu. Marcus, mon fils. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers moi, regardant la ville. Il était plus grand que dans mon souvenir, plus large d'épaules, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que toute ma pension mensuelle. Sa posture respirait la possession, comme si ce n'était pas seulement sa maison, mais son royaume. Il ne s'est pas retourné. Je ne me suis pas annoncé. Il y avait d'autres personnes dans la pièce. Un homme en costume gris, probablement l'avocat. Une femme avec des perles. 2 personnes que je ne connaissais pas, chuchotant près d'une table à boissons. Personne ne m'a regardé. Je n'étais pas en retard, mais j'étais déjà superflu. J'ai choisi une chaise près du mur, près d'une grande plante qui tendait vers le plafond comme si elle essayait de s'échapper. Le cuir a grincé quand je me suis assis, le seul son que j'ai fait. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je n'ai pas posé ma valise. J'ai simplement attendu. La pièce était remplie du léger bourdonnement du pouvoir. Des gens qui savaient où était l'argent et qui le contrôlaient. J'ai reconnu les expressions, détachées, confiantes, toujours à l'affût. Ils me rappelaient les architectes avec qui je travaillais, des hommes qui se promenaient sur un chantier avec des mains propres et ne parlaient qu'en mesure et en projection de coups. Hélène avait vécu ici, dormi dans ses pièces, organisé des fêtes auxquelles je ne serais jamais invité. Et maintenant elle était partie et la maison n'avait aucune trace de son souffle. Les murs ne se souvenaient pas de moi. Ils ne se souvenaient pas de nous. C'étaient de nouveaux murs, repeints trop de fois. J'ai regardé la cheminée. Le manteau était nu. Pas de photographie, pas de fleurs, pas de témoignage d'une vie vécue. Juste un long morceau de bois sombre, parfaitement poli. Ça aurait pu être dans un hôtel.
Un bref instant, je me suis demandé si toute cette visite était une erreur. Peut-être étais-je venu pour tourner la page, mais il n'y avait rien à clore. Juste une pièce pleine de gens qui ne me voyaient plus, et une maison qui m'avait effacé avec une précision architecturale. Marcus s'est finalement retourné. Il a regardé au-delà de moi. Non pas à travers moi, au-delà de moi. Ses yeux ont glissé sur mon visage comme si j'étais un meuble. J'ai vu un scintillement, presque une reconnaissance, mais il a disparu si vite que je n'ai pas pu le saisir. Il a traversé la pièce, a salué l'avocat, a serré la main de quelqu'un que je ne connaissais pas. Il ne m'a pas parlé. Il n'a pas hoché la tête. Il n'a pas tressailli. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas exactement de la douleur, pas même de la déception. Quelque chose de plus silencieux. Une reconnaissance. Ce n'était plus un pont à réparer. C'était un projet terminé, abandonné, catalogué, oublié. L'avocat s'est éclairci la gorge. Il tenait un dossier dans ses mains, épais de papier et d'importance. La pièce s'est calmée. Je me suis redressé, mais pas pour eux. Je n'étais pas là pour mendier, je n'étais pas là pour discuter. J'avais construit des ponts sur des rivières trop larges pour que la plupart des hommes puissent imaginer les traverser. Et maintenant, j'étais assis dans une pièce où la mémoire n'avait plus de mur où s'accrocher, dans une maison qui avait laissé partir ses fantômes. J'ai écouté pour l'entendre. Non pas sa voix, ni même son nom, mais l'écho de sa présence. Il n'y en avait aucun, seulement le son de l'avocat tournant la première page. La voix de l'avocat a percé le silence de la pièce comme un marteau, précise, répétée, dénuée d'émotion. Il parlait comme si aucun de nous n'était des personnes, mais seulement des noms sur un registre, des chiffres dans un tableur, des clauses juridiques attendant d'être exécutées. Son ton avait la cadence de quelqu'un qui avait fait cela trop de fois pour se soucier du sentiment. C'était peut-être sa force, ou peut-être que c'était juste de la survie. Il a commencé par les formalités, le nom légal complet d'Hélène, la date de son décès, le registre, puis un préambule sur la nature du document que nous allions entendre. Le testament d'Elaine Gardner, une femme dont la vie ne pouvait plus répondre, seulement résonner. Les mots flottaient dans l'immobilité comme de la poussière au soleil. J'ai remarqué comment chaque personne dans la pièce se tenait, rigide, posée, mais avide. Ils ne pleuraient pas. Ils écoutaient leur nom. J'ai observé Marcus de près. Il était maintenant assis, une jambe croisée sur l'autre, sa main nonchalamment enroulée autour d'un verre en cristal, contenant quelque chose d'ambré. Ses doigts tapaient contre le verre à un rythme lent. Il souriait, pas largement, mais avec une confiance calme et anticipatrice. Ce n'était pas de l'arrogance exactement, c'était la certitude de quelqu'un qui avait été assuré, explicitement ou implicitement, que ce moment le servirait, que sa récompense n'était pas une question, mais une transaction programmée. Il ressemblait à un homme écoutant la lecture de sa victoire. L'avocat a commencé par l'habituel, des dons de bienfaisance, une fiducie à une université, une bourse au nom d'Hélène pour les jeunes femmes en finance. Chaque élément était livré avec le poids de l'intention, mais ce n'est que lorsque les actifs ont commencé à apparaître que la température de la pièce a changé. Des propriétés, 4 au total, une à Aspen, une à Maui, une à Manhattan, et la résidence principale où nous nous trouvions. Des véhicules, des œuvres d'art, des obligations, des actions de société. C'était un défilé de luxe et de valeur, de quoi remplir plusieurs vies. À chaque élément de la liste, j'ai remarqué les mouvements subtils d'approbation. Un hochement de tête de l'homme en costume gris. Une inspiration satisfaite de la femme aux perles.
un regard échangé entre deux des invités inconnus. Mais Marcus n'a pas bougé. Son sourire s'est seulement approfondi. C'était la façon dont quelqu'un sourit en entendant ce qu'il sait déjà, ou pense savoir. Il y avait autre chose dans ce sourire aussi. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu sur le visage de sa mère une fois, il y a des années, quand elle avait finalisé la vente d'une propriété que nous avions construite ensemble. Elle ne m'avait même pas dit qu'elle la vendait. Elle avait attendu que ce soit fait, puis m'avait tendu les papiers à signer. Il y avait eu la même fierté silencieuse, non seulement dans l'affaire, mais dans la performance du contrôle. Je n'avais pas discuté. J'avais signé, et je m'en étais souvenu. Marcus s'est penché en avant maintenant, les yeux mi-clos de satisfaction. L'avocat a tourné une page. Sa voix a légèrement baissé de ton, le premier vrai changement de tempo. Je lègue par la présente à mon fils, Marcus Gardner. La phrase a flotté inachevée comme si l'avocat voulait que le poids du nom s'installe d'abord. Marcus n'a pas scié, il souriait toujours. Les droits résidentiels et administratifs complets sur le domaine situé à... Une autre liste a suivi. Le langage était dense, juridique, formel. Il décrivait des droits, des transferts, mais aussi des conditions, des fiduciaires, une surveillance. Certaines propriétés seraient détenues par des sociétés écrans, d'autres par des branches caritatives. Ce n'était pas aussi direct que Marcus l'avait espéré. Ses doigts ont cessé de taper sur le verre. J'ai vu une petite ride se former entre ses sourcils. L'avocat a continué. Plus de conditions, plus de complexité. Je suis resté assis, les mains sur les genoux. Je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas penché en avant. Je n'ai pas bougé. J'ai écouté. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. L'avocat a mentionné la fondation. Le fonds Gardner pour les ponts du futur, a-t-il dit, établi en 2008. Ce n'était pas juste un nom, c'était un souvenir. C'était mon idée, à l'époque où Hélène prenait encore mes appels. Une fondation qui soutenait l'éducation en infrastructure, les bourses et les réparations de ponts communautaires à travers l'Amérique rurale. C'était l'une des rares choses sur lesquelles nous nous étions mis d'accord. J'avais même écrit la première ébauche de la proposition, bien avant qu'elle ne devienne réelle. Bien sûr, au moment de son lancement, mon nom avait été discrètement effacé. Je pensais qu'elle s'était flétrie, qu'elle avait été absorbée par l'empire grandissant d'Hélène et réutilisée pour l'image et la stratégie fiscale. Je n'avais aucune idée qu'elle existait encore, et encore moins qu'elle prospérait. Marcus s'est agité sur sa chaise. L'avocat a jeté un coup d'œil à un document séparé, puis est revenu au principal. Et en ce qui concerne le fonds Gardner pour les ponts du futur, a-t-il poursuivi, tout le pouvoir administratif, la surveillance financière et l'autorité décisionnelle finale sont par la présente accordés à Gregory Hansen. La pièce s'est brisée, non pas par le son, non pas par le chaos, par le silence. C'était le genre de silence qui semblait vivant, épais de souffle qui ne s'échappait jamais. Même l'air dans les conduits semblait s'arrêter. Je n'ai pas bougé. Marcus n'a pas scié. L'avocat a levé les yeux pour la première fois et a rencontré les miens. Il n'y avait pas d'erreur. C'était dit. J'ai entendu quelqu'un expirer brusquement, comme pour déguiser un rire ou une toux. La femme aux perles a baissé son verre. Marcus a finalement bougé, juste sa tête, se tournant lentement vers moi. Son visage était passé de la suffisance à la confusion, puis à l'incrédulité. Sa bouche était légèrement ouverte, sa mâchoire serrée, mais aucun mot n'est sorti. L'avocat a repris, imperturbable.
La fondation était le mécanisme de détention. Je comprenais maintenant. C'était la colonne vertébrale sous les muscles de la succession d'Hélène. Elle contrôlait les actifs indirectement, donnait des orientations aux distributions, influençait les œuvres de charité, influençait les gens. Et maintenant, chaque élément qui y était lié, passait par moi. Mon nom avait été invisible si longtemps que même moi, j'avais cessé de m'attendre à ce qu'il apparaisse. Mais Hélène s'était souvenue, elle l'avait fait délibérément, que ce soit pour contrarier Marcus ou pour honorer quelque chose que nous avions partagé, je ne le savais pas, mais elle m'avait écrit au centre du squelette de son empire. Marcus m'a de nouveau regardé, non pas avec fureur, pas encore. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser que le sol sous lui n'était pas en marbre, mais en glace, et quelque chose s'était fissuré. Je n'ai pas retourné son regard. J'ai regardé le dossier dans les mains de l'avocat. Les mots avaient déjà été prononcés. La ligne avait déjà été tracée. Et le rire que j'avais entendu de Marcus, insouciant, plein d'assurance, persistait encore dans ma mémoire, résonnant derrière le silence qui enveloppait maintenant la pièce comme une seconde peau. La pièce ne s'est pas remise. Pas tout de suite. Après la lecture de la phrase, elle est restée suspendue dans l'air vicié et cher, comme le dernier écho de quelque chose d'explosif. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé sur son siège. La voix de l'avocat a continué, mais ce n'était plus qu'un bruit de fond, noyé par le poids de cette seule phrase. La ligne qui a changé la forme de la pièce. La ligne qui a transformé un héritier confiant en un observateur stupéfait. La ligne qui a fait glisser mon nom sur une table où je n'avais pas été le bienvenu depuis des décennies. Je suis resté assis, sans bouger. Mes mains reposaient lâchement sur mes genoux, bien que chaque tendon soit animé de quelque chose que je ne pouvais nommer. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était une lente et silencieuse prise de conscience. Une pression derrière les côtes. Comme si la structure même de mon corps se souvenait de ce que signifiait compter. J'ai gardé les yeux droits, mais je pouvais sentir son regard. Marcus, mon fils, l'homme qui s'était autrefois blotti sur mes genoux après des cauchemars, qui m'avait demandé d'expliquer pourquoi les ponts se courbaient, alors que la terre ne le faisait pas. Maintenant, il me regardait comme si j'étais un étranger qui avait forcé la serrure de son héritage. Je ne l'ai pas regardé. L'avocat a continué à lire, sa voix un métronome régulier, nommant des actifs secondaires et des formalités. Mais le rythme avait été rompu. Ce qui est venu après la ligne n'avait pas vraiment d'importance. La pièce avait été scindée. Avant la ligne, Marcus était le centre. Après, il orbitait autour de quelque chose qu'il n'attendait pas. Je suis resté assis dans mon fauteuil, toujours près de la plante dans le coin, et j'ai essayé de comprendre ce qu'Hélène avait fait. Non seulement en logistique, mais en esprit. Elle avait tracé une ligne. Non pas cruelle, non pas en colère. Une ligne délibérée. Un changement silencieux dans l'équilibre de tout ce que cette pièce croyait être vrai. Ce n'était pas de l'argent, pas exactement. C'était de l'autorité, le pouvoir de décision, le genre de pouvoir qui se déplace sous la surface des documents juridiques et des votes des conseils d'administration. Le genre de pouvoir qui dit oui ou non et ne peut être renversé par le sang ou la supposition. Elle avait placé cela entre mes mains. Je me suis demandé depuis combien de temps elle avait écrit ces mots. Était-ce récent, il y a 1 an? Plus longtemps? L'avait-elle fait dans un moment d'amertume ou de clarté? S'était-elle assise à cette même table
imaginant la réaction de Marcus. Avait-elle souri en signant? Ou l'avait-elle fait discrètement, peut-être même avec regret, connaissant le coup? L'avocat a atteint la fin du document. Il a fermé le dossier et l'a posé sur la table. Il a dit quelque chose sur les copies, le contact et les prochaines étapes, mais la pièce n'a pas bougé. Personne ne s'est levé. Personne n'a applaudi comme le font les gens quand une décision va dans leur sens. Même l'air semblait hésitant. Marcus s'est finalement levé. C'était un mouvement lent, délibéré. Il a redressé sa veste, a ajusté ses poignets. Son visage était devenu pâle. Non pas le genre de pâleur qui vient de la maladie, le genre qui vient de l'effondrement soudain de la certitude. Il ne m'a pas regardé directement, juste au-delà de moi, à travers moi. Puis il a quitté la pièce. Pas de mots, pas de confrontation, juste des pas sur le marbre, puis de nouveau le silence. Les autres invités ont commencé à se lever, sortant par paires ou seuls. Certains ont offert de brefs hochements de tête à l'avocat, d'autres ont évité tout contact visuel. Personne ne m'a parlé. Je ne m'y attendais pas. J'étais encore, pour la plupart d'entre eux, un vieil homme sans position, jusqu'à maintenant. Quand la pièce fut presque vide, je me suis enfin levé. Mes genoux me faisaient mal d'être resté assis trop longtemps. La valise que j'avais apportée était près du mur, comme si elle avait attendu patiemment sa prochaine instruction. Je me suis approché de la cheminée. Le manteau en dessous n'avait pas été allumé. Le bois était décoratif, l'âtre propre, inutilisé. J'ai passé mes doigts le long du bord du manteau, sentant le grain. Sous le vernis, c'était encore du vrai bois. Encore quelque chose qui avait été entier, avant d'être coupé et façonné en quelque chose de beau et d'ignoré. Je me suis demandé combien de temps cette pièce se souviendrait de ce qui s'y était passé. Combien de temps avant que Marcus ne réécrive l'histoire dans son esprit? Combien de temps avant que les autres n'oublient la formulation exacte? Mais moi, je m'en souviendrai. Je me souviendrai de l'immobilité qui a suivi cette ligne. Je me souviendrai de la façon dont mon nom avait été prononcé avec formalité et poids, non pas comme une pensée après coup, mais comme une décision. Cette phrase ne m'avait pas seulement donné de l'autorité. Elle m'avait donné une présence. Elle m'avait sorti des ombres de ma propre vie et m'avait placé au centre de quelque chose de plus grand que la mémoire. Je me suis tourné vers les fenêtres. La vue s'étendait largement, la ville en contrebas brillant dans le début de soirée. Les lumières commençaient à scintiller, la circulation avançant lentement dans les veines de Los Angeles. Une ville que j'avais autrefois aimée, puis quittée. Une ville qui avait changé sans moi. Je me suis demandé si j'avais changé aussi, ou si j'étais simplement revenu à une forme que j'avais autrefois. J'ai pris la valise et je suis sorti de la pièce. L'avocat ne m'a pas arrêté. Personne ne l'a fait. Dans le couloir, les lumières étaient plus douces. Les murs étaient bordés d'œuvres d'art que je ne reconnaissais toujours pas. Mais le silence était maintenant à moi. Il me suivait comme un vieux manteau, familier, usé, mais pas lourd. Je suis sorti dans la lumière déclinante. L'air était plus chaud que dans mon souvenir. Et le poids de cette seule phrase reposait doucement, mais fermement, sur mes épaules. Je ne suis pas resté dans la maison cette nuit-là. Je n'ai pas demandé si je le pouvais, et personne ne me l'a proposé. J'ai descendu la longue allée dans le noir, tirant ma valise derrière moi, comme si c'était une question qui n'avait pas encore trouvé de réponse. Les lumières de sécurité suivaient mon mouvement, projetant de longues ombres qui se courbaient et se déplaçaient sur les murs du domaine. Quand j'ai atteint la grille, elle s'est ouverte sans cérémonie, et je suis passé sans regarder en arrière.
J'ai trouvé un motel à 10 pâtés de maison de là. Rien de luxueux, juste un lit propre, une serrure qui fonctionnait, et une petite fenêtre avec vue sur un parking. Je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas défait mes bagages. Je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai écouté le bruit des voitures qui passaient jusqu'à ce que je m'endorme assis. Le matin, j'ai marché jusqu'à un restaurant que je me souvenais d'il y a des années. Il avait un nom différent maintenant, une nouvelle enseigne, mais les os étaient les mêmes. J'ai commandé un café noir et du pain grillé sec. La serveuse n'a pas posé de questions. Ce silence était une sorte de cadeau. L'avocat a appelé avant midi. Il a demandé si j'avais des questions. J'ai dit non. Il a demandé si je voulais programmer une réunion d'information formelle. J'ai dit que j'y réfléchirais. Il était poli, prudent, mais il y avait autre chose dans son ton. De la déférence. Non pas à cause de qui j'étais, mais à cause de ce que je détenais maintenant. Ce changement n'a échappé à aucun de nous. Après l'appel, je me suis assis dehors sur un banc en métal et j'ai regardé les gens passer. De jeunes couples, des joggeurs, des gens au téléphone. Tout le monde se déplaçait avec un but, avec du bruit. Je me sentais comme une île dans leur courant. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, ne m'attendant pas à ce qui allait suivre. C'était Marcus. Sa voix était sèche, distante, mais pas en colère. Pas encore. Il a dit qu'il voulait me rencontrer, pour discuter des prochaines étapes, comme il l'a dit. J'ai dit oui, mais seulement si nous nous rencontrions en public. Il a accepté. Nous avons choisi un café du centre-ville, un endroit neutre. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table d'angle, portant des lunettes de soleil et faisant défiler son téléphone. Il n'a levé les yeux que lorsque j'ai atteint la chaise en face de lui. Il n'a pas souri. Je n'ai pas souri non plus. Il est allé droit au but. Il a parlé de logistique, d'attente, des implications potentielles de la clause. Il a utilisé des mots comme collaborer, stratégique et transparent. Il a parlé vite, avec précision, de la manière dont les gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent le font. Mais sous le vernis, je pouvais l'entendre, le léger tremblement, la panique soigneusement enfouie. Il a parlé de la fondation. Il l'a appelé le cœur. Il a demandé si j'avais envisagé de le laisser continuer à la gérer opérationnellement. Il a présenté cela comme une question d'efficacité, de continuité. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas hoché la tête ni secoué la tête. Je suis resté assis, les mains jointes, et j'ai regardé son visage changer à chaque fois qu'il réalisait que je ne réagissais pas comme il s'y attendait. Pas d'indignation, pas d'argument, juste de l'immobilité. Quand il a fait une pause pour respirer, j'ai enfin parlé. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de causer du tort. Je lui ai dit que je voulais comprendre la structure avant de prendre des décisions. Je lui ai dit que je prendrais mon temps. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas élevé la voix, mais sa mâchoire s'est tendue. Ses doigts se sont légèrement crispés sur la table. Il m'a rappelé que la perception du public comptait, que les donateurs pourraient devenir mal à l'aise avec l'incertitude, que les médias aimaient inventer des récits. Je n'ai rien dit. Il s'est adossé et a expiré bruyamment, comme pour retrouver son calme. Puis il a demandé, platement, presque nonchalamment, si j'envisagerais de me retirer, discrètement, avec dignité. Il a dit que ce serait plus propre. Je l'ai regardé et j'ai attendu. Je n'ai pas bronché. Il a continué à parler, il a fait une offre, une somme non divulguée, des documents juridiques, des accords de confidentialité.
Il a présenté cela comme une situation gagnant-gagnant. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit une phrase, une seule. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. C'est tout. Ma voix ne s'est jamais élevée. J'ai vu l'impact. Non pas comme un coup de poing, mais comme une pierre dans l'eau. Petit, délibéré, avec des ondulations qui ne s'arrêtaient pas. Il m'a regardé longtemps, puis il a hoché la tête comme pour concéder quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il s'est levé, a boutonné sa veste et est parti sans me serrer la main. Je suis resté à la table après son départ. J'ai fini mon café. J'ai regardé la rue dehors se transformer et scintiller sous le soleil de Californie. Le monde avait changé pour lui dans cette pièce lors de la lecture du Testament. Mais le vrai changement se produisait maintenant, dans le silence qu'il ne pouvait pas pénétrer, dans l'espace qu'il ne pouvait pas contrôler, parce que j'avais parlé sans volume, parce que je n'avais pas mendié, ni négocié, ni menacé, parce que la chose la plus forte de cette réunion avait été le silence. Et j'ai su alors que je ne me retirerais pas. Je ne disparaîtrais pas pour faire de la place au récit qu'il préférait. Non par dépit, non par vengeance, mais parce que j'étais resté silencieux trop longtemps. Et maintenant, quand je parlerais enfin, ce serait selon mes termes, d'une voix qui n'avait jamais eu besoin de s'élever pour être entendue. Je suis retourné à la maison 2 jours plus tard, non pas parce qu'on me l'avait demandé, non pas parce que quelque chose l'exigeait. Je suis revenu parce que j'avais besoin de la revoir quand elle était vide. J'avais besoin de traverser son silence et de mesurer le poids de l'absence. Il y a des vérités qui ne deviennent claires que lorsque le bruit a disparu et que les chaises sont laissées légèrement de travers, quand l'écho est la seule chose qui connaît encore votre nom. Il était tard dans la matinée quand je suis arrivé. La grille s'est de nouveau ouverte sans résistance, mais cette fois, j'ai marché au lieu d'être conduit. La longue allée montait en courbe comme une question à laquelle je n'avais aucune intention de répondre. Un jardinier taillait la haie près du côté ouest. Il a levé les yeux brièvement, n'a pas parlé, puis est retourné à son travail. J'ai aimé ça. L'invisibilité. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré et j'ai été accueilli par l'immobilité qui suit la performance. L'air était frais et trop propre, filtré et conditionné comme le souffle d'une machine. Je suis resté 1 minute entière dans le hall, juste à écouter. La maison avait le genre de silence qu'on ne trouve pas dans les maisons habitées. Ce n'était pas le silence du repos, c'était le silence de l'attente. Des surfaces jamais touchées, des canapés jamais vraiment utilisés, des coins époussetés par des gens qui ne s'y étaient jamais arrêtés. Je me suis dirigé vers le salon où le testament avait été lu. La porte était entr'ouverte. La lumière du soleil entrait en biais, coupant l'air comme une lame, mettant en évidence la poussière en particules immobiles parfaites. Cette pièce avait changé, non pas en apparence, mais en signification. Je suis entré. Les chaises étaient toujours disposées en demi-cercle. Les dossiers avaient disparu. Les verres en cristal avaient disparu. Les gens avaient disparu. Mais leurs contours restaient, non pas physiquement, mais dans la façon dont la pièce gardait la mémoire des postures. Une inclinaison ici, une tête tournée là. L'attention vivait encore dans le tapis. Je me suis assis dans la même chaise que j'avais choisie auparavant, près de la grande plante en pot dans le coin. Ses feuilles étaient brillantes et d'un vert artificiel, probablement fausse. Je me suis adossé et j'ai laissé la pièce m'envelopper. J'ai pensé à Hélène. Je me suis demandé combien de fois elle s'était assise dans cette pièce, si elle s'était déjà assise dans ce fauteuil, si elle avait regardé par la même fenêtre et vu le ciel changer au-dessus de la ville, si elle avait déjà marché pieds nus dans cette maison
ou si elle avait flotté au-dessus de tout cela avec des chaussures plus destinées à faire une déclaration qu'à toucher. Je me suis de nouveau levé et je me suis dirigé vers la cheminée. Le manteau était toujours vide. J'ai passé mes doigts sur le bois. Il avait été poli récemment. Il n'y avait pas une trace de poussière. Mais pas d'empreinte non plus. C'était un endroit fait pour être regardé, pas pour y vivre. Sur le mur du fond se trouvait une peinture que je n'avais pas remarquée auparavant. Grande, abstraite. Une tempête de gris et d'or. Le genre de choses que les gens achètent pour imprimer l'idée d'eux-mêmes dans l'espace, plutôt que de refléter qui ils sont vraiment. Hélène avait un jour aimé l'impressionnisme. Elle disait que Monet peignait avec du souffle, pas des pinceaux. Je ne voyais aucun souffle dans cette œuvre, juste de l'arrangement. J'ai quitté le salon et j'ai marché dans le couloir. Je n'ai pas ouvert toutes les portes. Je n'en avais pas besoin. Je ne cherchais pas. Je traçais. Chaque pas était moins une question de découverte que de reconnaissance. C'était son monde. Elle l'avait construit, organisé, payé, défendu. Elle l'avait laissé parler pour elle quand sa voix ne le souhaitait plus. Dans la cuisine, j'ai trouvé un faible écho d'elle. Un bol en céramique sur le comptoir, ébréché sur le bord. Bleu et blanc, motif floral. C'était le sien. Je m'en souvenais. Nous l'avions acheté dans un marché aux puces à Santa Fe, à l'époque où nous conduisions encore sans destination. Elle avait négocié le prix avec un sourire, puis m'avait dit que c'était la chose la plus élégante qu'elle ait jamais possédée. Je n'ai jamais compris comment elle pouvait passer si facilement du charme à l'acier. Ce bol avait survécu à tous les déménagements, et maintenant, il était seul dans une cuisine avec des comptoirs en granit et des armoires vitrées, déplacées dans sa propre maison. Je l'ai touché doucement, puis je l'ai laissé où il était. Plus loin dans le couloir, je suis passé devant une pièce dont la porte était légèrement entr'ouverte. C'était un bureau. Des étagères bordèrent les murs, bien que la plupart des livres soient impeccables. J'ai passé la main sur une rangée de livres reliés. Leur dos n'avait pas de plis. Leurs pages n'avaient jamais été touchées. Ils étaient décoratifs, des idées mises en boîte et sur des étagères. Il y avait un bureau près de la fenêtre, élégant, noir, avec un écran d'ordinateur de la taille d'une petite télévision. Je me suis assis dans le fauteuil, en cuir et froid. Sur le bureau, un seul bloc-notes, vierge. Un stylo sans capuchon, un presse-papier en verre en forme de sphère, rempli de minuscules flocons d'or en suspension. Il avait l'air lourd mais sans signification. J'ai ouvert le tiroir du bureau. À l'intérieur, des stylos parfaitement rangés, des enveloppes, des trombones. Dans le coin arrière, une petite boîte en bois. Je l'ai sortie et je l'ai ouverte. Des photographies, pas beaucoup. Je les ai feuilletées lentement. Une Hélène plus jeune, avec sa mère. Une photo de Marcus enfant, debout à côté d'un gâteau d'anniversaire avec une bougie. Une photo en noir et blanc d'un pont en construction, le mien. J'ai reconnu les fermes. J'ai reconnu le croquis au crayon dans le coin. C'était mon premier grand contrat. Je ne savais pas qu'elle l'avait gardé. Et puis, une photo de nous deux. Les premières années. Un pique-nique quelque part, j'étais en jean, elle en chemisier blanc. Nous ne sourions pas à l'appareil photo. Nous nous regardions. J'ai tenu la photo plus longtemps que prévu. Je l'ai remise dans la boîte et j'ai refermé le tiroir. La pièce semblait plus petite maintenant. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que j'avais touché quelque chose qui avait rendu l'air plus lourd. Je me suis levé et je suis retourné dans le couloir, puis j'ai refait mes pas jusqu'à l'avant de la maison.
En passant de nouveau devant le salon, j'ai remarqué que la lumière avait changé. Le soleil s'était déplacé. Les ombres tombaient à des endroits différents. La pièce n'attendait plus. Elle se libérait. Je suis sorti. Le jardinier était parti. Le vent s'était levé. Je suis resté longtemps sur le porche, laissant la brise chaude pousser contre ma chemise, onduler dans mes cheveux. Derrière moi, la maison se tenait comme elle l'avait toujours fait, fière, silencieuse, inchangée. Mais je savais mieux maintenant. Ce n'était pas une maison. C'était une pièce après les gens, et j'étais devenu celui qui se souvenait encore de ce que les murs savaient autrefois. L'enveloppe m'attendait quand je suis retourné au motel. Elle avait été glissée sous la porte proprement, délibérément. Il n'y avait pas de nom sur le devant, pas d'adresse de retour. Juste le papier crème pâle, plus lourd que nécessaire, plié avec soin. Je suis resté à la regarder un moment avant de me pencher pour la ramasser. L'air dans la pièce a changé quand je l'ai ouverte, même si rien n'a bougé. À l'intérieur se trouvait une seule page tapée et une carte de visite attachée en haut. Le nom sur la carte appartenait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas, mais le titre en dessous était familier. Avocat de succession, conseiller financier, conseil juridique. La lettre était courte et précise. Une proposition. Un plan de transition. Une invitation à discuter des termes d'une libération mutuelle de l'autorité sur la fondation. Elle était écrite dans un langage si propre qu'il en devenait presque stérile. Pas d'émotion, pas d'agressivité, juste des puces et des dates, des calendriers suggérés, une structure de compensation proposée et l'implication voilée de la discrétion. C'était, par son ton et son timing, le genre d'offre qui espérait passer inaperçue sous la peau. Chirurgicale, silencieuse, une solution sans conflit déguisée en considération. Il ne voulait pas de combat. Il voulait que je disparaisse. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur la table de chevet. Je n'ai plus touché à la carte. La chambre du motel était sombre, les rideaux tirés. Dehors, une enseigne au néon bourdonnait faiblement dans le crépuscule. Je me suis assis dans le fauteuil du coin, celui avec l'accoudoir fissuré et un coussin qui penchait vers la gauche. J'ai fixé le mur d'en face un long moment, sans réfléchir, juste en laissant l'offre s'installer dans mes os. J'avais reçu des offres auparavant, dans ma carrière, dans mon mariage, dans les années de lents dénouements qui ont suivi. Des offres pour faciliter les choses, des offres pour éviter l'inconfort, des offres qui ne venaient pas de la générosité, mais de la peur de quelqu'un d'autre que je puisse détenir plus de pouvoir qu'il ne l'avait prévu. Celle-ci n'était pas différente. Ce qui m'a surpris, cependant, c'est mon calme. Je pensais qu'il y aurait de la colère, ou peut-être de la honte. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la clarté. Le genre qui vient quand on comprend enfin que le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, c'est une préparation. Je n'ai pas répondu à la lettre cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis allé me promener. Les rues étaient encore chaudes du soleil de la journée, le bitume mou sous la semelle de mes chaussures. Je suis passé devant des vitrines et des arrêts de bus. J'ai regardé un adolescent passer en skateboard avec des écouteurs. J'ai écouté le faible bourdonnement de la circulation et l'aboiement lointain d'un chien derrière une clôture. La ville semblait ordinaire de la meilleure façon. Anonyme. Indifférente. Ça m'a rappelé qui j'étais avant tout ça. Juste un homme marchant dans le monde sans être vu. Et ça m'a rappelé à quel point je m'étais laissé disparaître. Je les avais laissés m'effacer de l'histoire. Non pas en un instant, mais de 1000 petites manières. Une conversation que je n'ai pas contestée. Une signature que j'ai donnée trop rapidement.
un silence que j'ai pris pour de la paix. Maintenant, j'étais ici, tenant à nouveau le stylo. Quand je suis retourné dans la chambre, j'ai rouvert la lettre. J'ai lu chaque mot lentement, comme pour décoder quelque chose de caché sous la police. Puis je l'ai relu. J'ai pensé à Marcus. Je l'ai imaginé assis à une table de conférence, hochant la tête à quelqu'un de l'autre côté de la pièce, assuré que tout cela serait bientôt résolu. Je l'ai imaginé consultant sa montre, confiant. J'ai imaginé l'expression sur son visage lors de la lecture du testament, ce scintillement de quelque chose d'imprévu. L'offre n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été. C'était une question de confort, de contrôle, de récit. Si je l'acceptais, il pourrait prétendre que cela ne s'était jamais produit. Le monde reviendrait à son scénario original. La fondation retournerait entre ses mains. L'histoire serait de nouveau entière, moins le nom gênant qui interrompait maintenant le troisième acte. Mais j'en savais trop maintenant. Sur la structure, sur l'influence, sur le pouvoir silencieux qui ne venait pas de la possession, mais de la décision. Hélène m'avait laissé cela pour une raison. Non pas seulement par sentimentalisme, mais parce qu'elle comprenait quelque chose sur la permanence, sur l'héritage. Elle savait ce que cela signifiait, et peut-être, à sa manière, m'a-t-elle fait confiance pour ne pas le revendre pour du confort. J'ai remis la lettre dans son enveloppe et je l'ai glissée dans ma valise. Non pas comme un rejet, non pas comme une acceptation, juste comme un fait. Je ne répondrai pas tout de suite, je laisserai le temps s'étirer, parce qu'il s'attendait à de l'urgence, il s'attendait à ce que je saisisse l'offre à deux mains, reconnaissant et effrayé. Mais je n'étais ni l'un ni l'autre. J'ai préparé du thé dans la bouilloire rouillée du motel, l'eau trouble mais chaude. Je me suis assis dans le noir et je l'ai bu lentement, pensant non pas à la fondation, à la maison ou à Marcus, mais à l'acier, à la tension, à ce qui se passe quand on tire trop fort d'un côté et qu'on oublie la force silencieuse qui tient l'autre. Le matin, je suis allé dans une imprimerie voisine et j'ai demandé à faire une copie de la lettre. J'ai plié la copie, je l'ai mise dans une nouvelle enveloppe et je l'ai postée à mon avocat à Spokane. Je n'ai pas écrit de mots. Je voulais juste qu'elle soit archivée. Puis je suis allé à une bibliothèque. J'ai passé les 6 heures suivantes à lire sur la fondation. Dossier public. Déclaration de revenus. Détails des projets. Des noms que je reconnaissais. Des noms que je ne connaissais pas. J'ai pris des notes. J'ai tracé des lignes. J'ai suivi des schémas. Je ne comprenais pas tout, mais je comprenais assez pour savoir que ma participation comptait. Ce n'était pas seulement symbolique. C'était structurel. Au moment où le soleil a recommencé à baisser, j'ai fermé la dernière page et j'ai regardé autour de la salle de lecture silencieuse. Personne d'autre ne me regardait. Personne ne savait qui j'étais. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, je me sentais solide, présent. Je n'avais pas l'intention de répondre à l'offre pour l'instant. Laissons-les attendre. Laissons le silence répondre pour l'instant. Il avait plus de poids que n'importe quelle réponse que je pouvais donner. Je suis rentré à Spokane par un vol qui m'a semblé plus court qu'il n'aurait dû. Le soleil venait de commencer à se coucher lorsque l'avion a atterri, baignant la ville de cette lumière cuivrée familière qui rendait même les rues les plus ordinaires brièvement cinématographiques. L'air était plus frais ici, plus lourd. Il avait un autre type de silence, pas fabriqué ou organisé comme l'immobilité de cette maison de bel air. C'était le silence honnête de l'absence, des choses qui avaient autrefois vécu, bougé et ri, puis s'étaient simplement arrêtées. Le taxi m'a déposé devant ma maison.
La lumière du porche avait grillé pendant mon absence. Je suis resté un moment sur le trottoir, regardant les fenêtres. Elles me regardaient en retour, vides et sombres, comme des yeux sans ciller. J'ai ouvert la grille, j'ai marché sur le chemin et j'ai déverrouillé la porte. La serrure a coincé un instant, puis a cédé avec un déclic familier qui a ramené quelque chose à la vie dans ma mémoire. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. L'air vicié portait l'odeur de la poussière et du vieux tissu. Mon manteau était toujours accroché au crochet près de la porte. La dernière tasse de café que j'avais utilisée était dans l'évier avec le bord séché en un croissant brun. Il y avait une pile de courriers non ouverts sur la table, une mouche morte sur le rebord de la fenêtre, et le silence. Non pas le silence retentissant du marbre et des lustres, c'était le genre de silence qui se souvenait de moi. Je me suis assis dans mon fauteuil sans enlever mon manteau. Les coussins avaient gardé ma forme, moulé à moi comme un vieil ami qui attend. Le chauffage s'est mis en marche avec son grognement habituel, le son s'installant dans les coins comme il l'avait toujours fait. J'ai fixé le mur d'en face un long moment, ne le voyant pas vraiment, juste observant l'espace entre mes pensées et la pièce. Tout semblait plus petit maintenant, non pas physiquement, mais en sensation. Les murs avaient autrefois contenu mes journées avec confort. Maintenant, ils ressemblaient à des frontières, comme si la maison se repliait sur elle-même, incertaine de qui j'étais devenu pendant mon absence. Je me suis levé et j'ai marché de pièce en pièce. La cuisine avait l'air fatiguée. Le sol en linoléum se courbait légèrement dans un coin. Le réfrigérateur bourdonnait de manière inégale, un son grave et anxieux. J'ai ouvert le réfrigérateur par habitude. À l'intérieur, une bouteille de moutarde à moitié vide, une pomme qui avait ramolli, une plaquette de beurre scellée dans du papier d'aluminium. Je l'ai refermée. Dans le couloir, le papier peint se décollait sur les bords, juste assez pour me rappeler que le temps ne s'arrêtait pas quand je sortais de sa portée. La chambre avait pris la poussière en mon absence. Mon oreiller avait encore la légère empreinte de ma tête, bien que la couverture se soit rassemblée en un creux au centre du matelas. On aurait dit que quelqu'un avait disparu au lieu de se lever. J'ai ouvert le placard et j'ai regardé les rangées de chemises, de vestes, de pulls pliés, tous dans des tons de gris, de bleu, de marron, pratiques, chauds, oubliables. Il n'y avait pas de costume, pas de chaussures cirées, pas de vêtements pour impressionner ou intimider, juste du tissu, du fil et des boutons, des choses qui servaient leur but et rien de plus. J'ai passé la main le long du mur du fond du placard. La cloison sèche était fraîche au toucher. Mes doigts ont tracé les joints, les têtes de clous. J'avais rebouché et repeint ce mur moi-même il y a des années, après qu'une conduite d'eau derrière elle ait éclaté un hiver. Je me suis souvenu du bruit de la fuite, de la frustration de la découvrir trop tard, du long après-midi passé à couper la cloison sèche, à sécher l'isolant, à jurer tranquillement dans une lampe de poche. Je l'avais fait seul, sans demander d'aide, comme tout le reste. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé autour de moi. Le silence ici était patient. Il n'exigeait rien de moi. Il n'avait pas d'ordre du jour. Mais il était honnête d'une manière que les autres silences ne l'étaient pas. Il n'essayait pas de cacher son âge, sa tristesse. Il était, tout simplement. J'ai de nouveau pensé à la fondation, les pages que j'avais lues à la bibliothèque, les chiffres, les noms, la façon dont tout se connectait par des lignes invisibles. Il y avait tellement de choses à l'intérieur que personne ne voyait jamais. Ça avait l'air simple de l'extérieur, propre, utile. Mais sous la surface, c'était en couche d'intention, de pression, de compromis. Et maintenant,
J'étais assis ici, dans une pièce qui n'avait pas changé depuis une décennie, détenant l'autorité sur quelque chose de bien plus grand que cette maison. Je me suis demandé si Hélène avait prévu ce que cela ferait. Non pas le pouvoir, mais la dissonance. La façon dont une vie pouvait soudainement entrer en collision avec une autre, ne laissant aucune des deux intacte. Je me suis levé et j'ai allumé la lampe. La lumière était jaune et douce, projetant des ombres qui rendaient la pièce plus chaude, mais plus petite aussi. J'ai regardé la bibliothèque. La plupart des livres avaient des dos qui n'avaient pas été touchés depuis des années. Des manuels, des mémoires, quelques titres de fiction que je ne me souvenais pas avoir lus. J'en ai pris un au hasard. À l'intérieur se trouvait un reçu d'une quincaillerie plié en triangle. La date était de 1997. J'avais acheté des vis et du papier de verre. Rien d'autre. Le livre n'a pas retenu mon intérêt. Je l'ai remis sur l'étagère et j'ai ouvert la fenêtre à la place. Le froid s'est infiltré. C'était un froid plus vif que celui de la Californie. Moins indulgent, mais plus honnête. J'ai écouté le vent bouger à travers les branches nues de l'érable dans la cour. Il faisait craquer les murs, pas dangereusement, juste assez pour me rappeler qu'ils étaient réels, qu'ils étaient là depuis assez longtemps pour mériter leur usure. Il n'y avait pas d'avenir dans ces murs, seulement de la mémoire. Et pourtant, la mémoire a du poids. Elle façonne l'air, elle change notre façon de respirer. J'ai pensé à partir. Non pas immédiatement, mais finalement. La maison ne semblait plus être un endroit où les décisions étaient reprises. Elle ressemblait à la coquille d'une vie qui avait déjà été dépensée. Elle contenait mon histoire, mais pas ma direction. Et cette différence comptait maintenant d'une manière qu'elle n'avait pas avant. Je n'ai pas fait mes bagages. Je n'ai pas fait de plan. Je n'ai pas fait de proclamation. Je me suis simplement tenu près de la fenêtre et j'ai regardé la nuit s'installer dans la cour. Les étoiles au-dessus étaient faibles, mais présentes. La lumière du porche du voisin a vacillé puis s'est éteinte. Et à ce moment-là, j'ai su que les murs seraient là bien après mon départ. Mais ils ne me définiraient non plus. J'avais vécu à l'intérieur parce que c'était plus facile, parce qu'ils étaient familiers, parce qu'ils ne me demandaient rien d'autre que ma présence. Mais maintenant, la présence n'était plus suffisante. Maintenant, il y avait des choses qui avaient besoin d'être entretenues, des choses silencieuses, des choses importantes, et elles ne vivaient pas dans cette maison. Elles vivaient dans les lignes d'une fondation que je n'avais pas construite mais dont j'avais en quelque sorte hérité. Et quand je me suis finalement couché cette nuit-là, j'ai fermé les yeux non pas en retraite, mais en préparation. La maison a soupiré doucement autour de moi, et je n'avais plus besoin d'elle pour me souvenir de qui j'étais. La première fois que je suis entré dans le bureau qui contrôlait la fondation, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je été conditionné par les tours de verre et les halls en marbre, par le vernis lisse de l'influence, tel que dépeint dans les magazines et les reportages. Je m'attendais à des meubles en cuir et de l'eau en bouteille, aux hochements de tête silencieux d'assistants en chaussures chères. Mais le bâtiment était calme et banal, pas d'enseigne sur la façade, juste une porte grise unie avec une sonnette qui émettait un son fatigué lorsqu'on appuyait dessus. Une jeune femme a ouvert. Elle n'a pas souri. Elle tenait un presse-papier et a demandé mon nom même si elle le connaissait déjà. Son ton était plat mais pas méchant, efficace. Elle m'a conduit à travers un court couloir bordé de dessins d'architecture encadrés et dans une pièce qui sentait légèrement le tonnet et la poussière. Il y avait des plantes près des fenêtres, du genre qui survit même quand on les oublie.
Les murs étaient un blanc cassé et légèrement éraflé près des coins. Ce n'était pas ce que j'imaginais. C'était réel. Je me suis assis sur la chaise qu'on m'a offerte et j'ai attendu. De l'autre côté de la pièce se trouvait une longue table avec une carafe d'eau, 4 verres et une pile de dossiers. Un homme d'une 40aine d'années est entré après un moment. Il s'est présenté, son nom s'est dissous dans ma mémoire, aussi vite qu'il était arrivé. Mais je me suis souvenu de ses mains. Elles étaient en propre, lisses, presque douces, les mains de quelqu'un qui tape plus qu'il n'écrit. Il avait la posture d'un homme qui n'aimait pas les surprises. Il m'a remercié d'être venu. Je n'ai pas répondu. Il a commencé par me présenter la structure de la fondation, ses branches, ses partenaires, ses projets en cours et ses décisions en attente. Ces mots étaient répétés, mais j'ai senti la tension derrière eux. Il me parlait comme quelqu'un qui essaie de convaincre un invité d'acheter une multipropriété. Souriant sans les dents. Expliquant trop vite. Il a mentionné Marcus une fois, le qualifiant de précédemment impliqué dans les opérations actives. La phrase était soigneusement choisie, un effort pour prendre ses distances et adoucir. J'ai laissé passer. J'ai posé des questions. Pas beaucoup. Juste assez pour faire comprendre que je comprenais plus qu'il ne le supposait. J'ai fait référence à des chiffres que j'avais vus dans les déclarations, j'ai noté des chevauchements dans les conseils d'administration, je me suis renseigné sur des comptes dormants, j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de l'homme. Pas de la panique, pas encore, mais de la prudence. Il a réalisé que je n'étais pas venu pour serrer des mains et poser pour des photos. Je suis venu pour comprendre, et peut-être pour décider. La réunion a duré un peu plus de 2 heures. À la fin, il m'a offert un paquet d'imprimés, soigneusement reliés. Je l'ai pris. Il m'a raccompagné à la porte, m'a de nouveau remercié, a dit que le personnel était disponible à tout moment si j'avais des questions. Sa voix était exercée mais un peu plus mince maintenant. Je suis retourné à la lumière du soleil et je suis resté un moment sur le trottoir. Pas de plaque, pas de nom gravé, juste un bâtiment qui aurait pu abriter un cabinet de dentiste ou une agence d'assurance. Mais à l'intérieur, des décisions étaient reprises, des décisions silencieuses, le genre qui changeait des quartiers, le genre qui déplaçait de l'argent sans un bruit. De retour au motel, j'ai étalé le paquet sur le lit et j'ai lu chaque page. Je n'ai pas survolé. J'ai lu, ligne par ligne. Il y avait des signatures, des calendriers, des résumés. Il y avait des noms qui ne signifiaient rien pour moi auparavant, mais qui avaient maintenant du poids. J'ai vu comment ça fonctionnait, comment la fondation était devenue plus qu'une œuvre de charité. C'était une porte, un entonnoir, un levier. Et pendant des années, elle avait bougé sans résistance, guidée par ceux qui savaient diriger depuis l'ombre. Maintenant, elle devrait passer par moi. Non pas parce que je l'avais demandé, non pas parce que je l'avais mérité au sens traditionnel, mais parce qu'Hélène avait écrit une phrase, une seule phrase qui me donnait le volant. Je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit avec les documents étalés autour de moi. J'ai pris des notes. J'ai entouré les incohérences. J'ai écrit des questions dans les marges. J'ai cartographié la logique de leurs décisions et j'ai trouvé le schéma sous-jacent. J'ai réalisé à quel point elle avait été prudente. Combien d'années il lui avait fallu pour façonner tout cela en quelque chose qui pourrait durer. Et puis j'ai trouvé autre chose. Une proposition de projet soumise il y a 2 ans. Une initiative de réparation de pont dans un comté rural. Une demande modeste. Refusée en raison d'une faible visibilité d'impact. Cette phrase m'est restée.
faible visibilité d'impact. Cela signifiait que le projet ne ferait pas les gros titres, n'apparaîtrait pas dans des rapports sur papier glacé, n'offrirait pas de photos d'inauguration ou d'enfants souriants, mais il aurait restauré un pont utilisé par une communauté agricole, un pont que je me souvenais avoir traversé en 1987. J'avais un jour parlé à l'ingénieur qui avait conçu la structure originale. J'ai surligné le rejet et je l'ai mis de côté. Les jours suivants, je suis retourné au bureau 3 fois de plus. Je n'ai pas pris de rendez-vous. Je me suis juste présenté. Chaque fois, le personnel m'a accueilli avec plus de prudence. Ils ont cessé de m'offrir des résumés et ont commencé à poser des questions. Ils ont commencé à réaliser que je n'étais pas une figure de proue. Je n'étais pas un fantôme. Je n'allais pas disparaître. J'ai demandé les archives complètes. J'ai demandé les chartes originales. Je me suis renseigné sur les réunions du conseil, les votes par correspondance, les amendements au règlement. J'ai appris les noms de ceux qui avaient utilisé la fondation comme un bouclier. Non pas illégalement, ni même immoralement, mais stratégiquement, efficacement, égoïstement. Et j'ai commencé à écrire. Pas des discours, pas des déclarations, des directives. J'ai rédigé un avis d'examen interne. J'ai écrit une note demandant la justification de tous les projets d'infrastructures ruraux suspendus. J'ai rouvert le dossier du pont refusé. L'homme aux mains douces m'a appelé. Il a dit qu'il voulait discuter du rythme de ses développements. Je lui ai dit que je préférais la communication écrite. Il n'a pas insisté. Chaque nuit, je retournais dans ma chambre avec une compréhension plus profonde. La fondation n'était pas un monolithe. Elle était poreuse. Elle pouvait être façonnée. Elle pouvait être pliée, discrètement, vers quelque chose de meilleur. Pas de grands gestes, des gestes simples, une route pavée, un pont reconstruit, une promesse honorée. Je ne voulais pas mon nom sur une plaque. Je voulais que le travail survive à ma mémoire. J'ai su alors que le bureau n'avait pas besoin d'un nom sur la porte. Il avait juste besoin de quelqu'un à l'intérieur qui se souvenait de ce que signifiait construire, de ce que signifiait le poids, de ce que le silence pouvait devenir lorsqu'il était associé à l'intention. Je n'étais pas un homme d'affaires, je n'étais pas un politicien, j'étais un homme qui avait un jour cru aux structures, et maintenant, j'apprenais à construire à nouveau. Le premier message vocal est arrivé 2 jours après que j'ai envoyé ma première directive formelle au conseil d'administration de la fondation. La voix était celle de Marcus, contrôlée, sèche, mais avec quelque chose en dessous. Pas de la colère, pas encore, de la frustration peut-être, de la confusion. J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai effacé, je n'ai pas rappelé. Il en a laissé un autre le lendemain matin, un ton différent cette fois, légèrement plus chaleureux, faussement décontracté. Il a parlé de malentendus, de perception du public et de la nécessité d'aligner les attentes. Il a dit qu'il était disponible à tout moment pour discuter. J'ai éteint le téléphone et je l'ai laissé sur la table de la cuisine. Je n'avais jamais connu Marcus comme un homme de beaucoup de mots. Mais maintenant, il continuait à venir. Chaque matin, un nouveau message. Certains longs, certains courts. Certains soigneusement écrits, d'autres clairement impulsifs. Ils allaient des invitations aux exigences, des appels teintés de culpabilité aux menaces voilées enveloppées de jargon juridique. Je n'ai lu aucune des transcriptions. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Je les ai laissés s'accumuler comme du courrier non lu. Il y avait aussi des textos. Au début, 1 ou 2 par jour, puis 5, puis plus. Ils clignotaient sur l'écran avec des horodatages et des points de suspension. J'ai cessé de les ouvrir. Finalement,
J'ai complètement coupé les notifications. Je n'essayais pas de le punir. Je comprenais simplement que la conversation qu'il voulait avoir avait déjà eu lieu, il y a longtemps, dans les espaces entre nous que ni l'un ni l'autre n'avions choisi de combler. Elle s'était étirée au fil des années d'hypothèses, aiguisée par l'évitement et refroidie en permanence. Que pouvions-nous bien dire maintenant qui ne serait pas du théâtre? Il y avait des choses que j'aurais aimé pouvoir dire, ne serait-ce qu'à moi-même, que je me souvenais quand il avait 7 ans, et qu'il m'avait demandé de lui montrer comment fonctionnaient les câbles de suspension, que j'avais encore le petit pont en bois qu'il avait construit avec des bâtonnets de glace et de la colle en 4e année, que je me souvenais du jour où il avait cessé de me poser des questions et avait commencé à répondre pour lui-même, que j'étais resté silencieux non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je pensais que l'espace était de l'amour, que je pensais que la distance était de la dignité, que je pensais que se retirer était une forme de soutien. Peut-être que j'avais tort, mais je ne pensais pas que les mots arrangeraient les choses maintenant. Le soir, je marchais, je parcourais le quartier lentement, laissant le froid s'installer dans mes os. Ça m'aidait à réfléchir. Ça m'aidait à me souvenir de qui j'étais avant d'avoir de nouveau des titres et des responsabilités. Je passais devant des maisons aux fenêtres éclairées, le scintillement des téléviseurs, les ombres de personnes se déplaçant dans leur vie ordinaire. J'aimais l'anonymat de la chose, le manque de pression. J'ai pensé à ce que je dirais si Marcus se tenait de nouveau devant moi. J'ai imaginé une douzaine de versions de cette rencontre, certaines silencieuses, certaines en colère, certaines où il m'accusait de trahison, d'autres où il me demandait pourquoi je n'avais pas essayé plus fort d'être présent quand il était plus jeune. Dans aucune d'entre elles, je ne parlais beaucoup. Dans aucune d'entre elles, je ne m'expliquais bien. Parce que la vérité était que je ne savais pas comment expliquer le genre de silence qui grandit entre les gens quand tous deux croient avoir raison de se retirer. Je me suis souvenu du jour où il est parti pour l'université. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il m'a serré la main. Un garçon de 17 ans en blazer imitant l'âge adulte. Sa paume était moite de nervosité. J'avais voulu dire quelque chose alors. Quelque chose sur ma fierté. Sur la difficulté de le laisser partir. Mais le moment est passé, et je l'ai laissé passer. Ce schéma s'est répété pendant des années. Anniversaire, fête, étape importante. J'étais toujours un pas en arrière, regardant à travers un brouillard de retenue auto-imposée. Je me suis dit que je lui donnais de la liberté, qu'il avait besoin d'espace pour devenir qui il était sans mon ombre. Mais maintenant, je me demandais si cet espace n'était pas simplement devenu un vide, rempli de tout le ressentiment dont il avait besoin pour survivre. Et maintenant, après tout, le silence entre nous était... J'envoyais mes notes au bureau une fois par semaine. Ils ont cessé de me remettre en question. Ils ont commencé à mettre en œuvre. J'ai vu des changements, subtils mais réels. Des projets réactivés, des budgets réalignés, des demandes de communauté qui avaient été ignorées recevaient maintenant des réponses. Le langage sur le site web a changé. Moins corporatif, plus humain. Et pourtant, les messages de Marcus continuaient d'arriver. Ils ont commencé à prendre un ton différent, nerveux, incertain, empreint d'un désespoir qu'il n'avait pas encore appris à cacher. Il a commencé à utiliser des expressions comme gestion des dégâts et risque pour la réputation. Il a fait référence à des avocats. Il a mis en garde contre les conséquences. J'ai laissé tout cela me traverser. Parce que la conversation la plus puissante que nous n'avions jamais eue façonnait déjà le monde autour de nous. Je n'avais pas besoin de dire non, je l'avais déjà vécu.
La conversation qui n'a jamais eu lieu avait été remplacée par l'action, par le choix, par le refus silencieux d'être ramené dans le cycle de l'explication et du déni. Il y a une certaine clarté qui vient quand on cesse d'essayer d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais écouté, non par cruauté, mais par distance, par le temps. Un matin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, manuscrite, pas d'adresse de retour, juste mon nom. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Je l'ai ouverte lentement, avec précaution, comme si elle pouvait disparaître. Elle était courte, à peine un paragraphe. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas accusé. Il a juste dit qu'il ne comprenait pas ce que j'essayais de faire, mais qu'il espérait, pour le bien de tous, que je le faisais pour les bonnes raisons. J'ai plié la lettre et je l'ai placée au fond de mon tiroir, entre une facture et une vieille photographie du pont que j'ai construit près d'Helena. Je n'ai pas répondu, parce qu'il y a des ponts qu'on ne traverse pas 2 fois. Certains, on les laisse debout en silence, non pas comme des monuments, mais comme des rappels des conversations qui n'ont jamais eu besoin de mots. La première fois que j'ai revu le pont, c'était par la fenêtre passager d'une berline de location, rampant sur une route de campagne sinueuse, bordée d'arbres clairsemés et de granges silencieuses. Ce n'était pas un grand pont, pas d'arche en acier ni de pylône de suspension vertigineux. Juste un passage à 2 voies sur une rivière étroite qui coupait les champs en 2 comme un souffle silencieux. Le genre de pont que la plupart des gens ne remarquent pas. Mais je l'avais construit un jour. J'avais 43 ans lorsque le comté a approuvé le projet. Il avait fallu des mois pour obtenir le financement, plus longtemps encore pour réunir la bonne équipe. Nous avons coulé le béton dans la chaleur de l'été, le genre qui faisait coller votre chemise à votre dos avant le lever du soleil. J'avais passé des heures à vérifier les armatures, à enlever la poussière, à mesurer la pente pour m'assurer que le ruissellement ne stagnerait pas pendant les orages. Ce n'était pas le plus grand projet sur lequel j'avais travaillé, mais c'était le mien. Silencieux, solide, et destiné à durer plus longtemps que les noms sur les plans. Le pont avait tenu, à travers 2 inondations, à travers 3 gels budgétaires de l'État, à travers des camions de céréales et des années de lente dégradation. Et puis, il y a quelques années, il avait été jugé non essentiel par le même genre d'esprit administratif qui ne l'avait jamais traversé, qui n'avait jamais regardé le givre grimper sur ses côtés au petit matin, qui n'avait jamais senti sa faible vibration lorsque les tracteurs le traversaient après la récolte. Il l'avait classé sous faible visibilité d'impact, la phrase qui m'avait suivi chez moi comme une ombre. Elle m'était restée en tête depuis que j'avais lu ces mots. C'est pourquoi j'ai insisté pour rouvrir le projet, non pas par symbolisme, non pas par sentimentalisme, mais parce que je croyais en la fonction des choses oubliées, en leur but, en leur preuve. Maintenant, en descendant la route qui serpentait comme une question vers lui, j'ai vu le ruban de construction flotter dans la brise. Des barrières temporaires marquaient les bords du site. Une excavatrice jaune était à l'arrêt dans l'herbe, et 2 hommes en casque se tenaient près d'un camion, sirotant du café dans des gobelets en plastique. Je me suis garé près du bord et je suis sorti. L'air sentait la fin de l'automne, feuilles mouillées, terre humide et la légère odeur de diesel. J'ai marché jusqu'au bord de l'accotement en gravier et j'ai regardé la structure. Le béton était décapé par endroits, une partie de l'armature exposée et rouillée. Mais les os étaient encore bons. Je le savais sans toucher. Je les avais construits pour qu'ils le soient. Un des ouvriers a levé les yeux, a hoché la tête. J'ai répondu de même. Il n'a pas demandé qui j'étais, et je ne me suis pas porté volontaire.
C'était mieux ainsi. Je suis resté là un moment, à regarder, à écouter. Le vent passait bas sur les champs, faisant murmurer les herbes cassantes. Un corbeau s'est envolé de la rive opposée et a disparu dans les arbres. Je me suis souvenu m'être tenu à cet endroit exact il y a des décennies, regardant la rivière couler sous la première poutre que nous avions posée, la regardant accepter l'ombre de quelque chose d'humain sans protester. C'était étrange de le voir à moitié déconstruit, exposé, vulnérable, mais il ne semblait pas cassé. Il semblait en transition, comme une expiration. Le projet avait été approuvé discrètement, presque à contre-cœur, après que j'ai redirigé une partie des fonds administratifs inutilisés. Je n'ai pas eu à me battre pour l'obtenir. J'ai juste déplacé quelques lignes. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste une note interne et un nouveau contrat d'entrepreneur. Personne dans la salle de conférence n'avait même demandé pourquoi. C'était le pouvoir que j'avais maintenant. Non pas dramatique, non pas théâtral, juste la capacité de dire oui à la bonne chose quand tout le monde avait oublié comment la voir. Après un moment, j'ai descendu le talus jusqu'au bord de la rivière. Le sol était mou sous mes pieds, du genre qui cède un peu mais garde sa forme. Je me suis accroupi près du bord. J'ai passé la main sur un morceau de vieux support qui avait été coupé net. La texture était familière, piquée par les intempéries, rayée par l'usure mais intacte. C'était étrange de sentir quelque chose que j'avais touché à ses débuts. Maintenant si vieilli, si usé. J'ai pensé à combien de personnes l'avaient traversé sans connaître son nom. Combien de pneus, combien de pas, combien de moments silencieux au milieu de la nuit où les phares coupaient les garde-corps comme de brèves promesses de présence. Personne ne saurait jamais que j'étais là. Personne ne s'en soucierait. La plaque, s'il y en avait eu une, était partie depuis longtemps. Usé, volé ou remplacé. Mais moi, je savais. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai esquissé le pont de mémoire. Non pas tel qu'il était, mais tel que je l'avais imaginé, propre, complet, intact. Mes mains se souvenaient de l'angle des supports, de l'espacement entre les colonnes, du flux de l'arc porteur. J'ai dessiné lentement, délibérément, laissant le crayon suivre des lignes que mes doigts n'avaient pas tracées depuis des années. Quand j'ai fini, j'ai épinglé le dessin au-dessus du petit bureau où j'avais commencé à garder des notes pour la fondation. Il était de travers, le ruban adhésif tenant à peine, mais il avait sa place là, parce que le pont comptait, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il signifiait. Une structure construite sans gloire, une structure qui tenait bon, qui portait le poids des autres sans applaudissements, qui tenait, même quand personne ne regardait, comme certains d'entre nous. Le jour où j'ai signé le document final, le ciel avait la couleur du métal terne, pas orageux, pas lumineux, juste assez gris pour que tout semble plus immobile qu'il ne l'était. Je me suis réveillé tôt, comme souvent, avant que le soleil ne se soit complètement levé, avant que les oiseaux ne fassent connaître leur présence. La chambre de motel semblait plus petite ce matin-là, comme si elle s'était resserrée autour de moi pendant la nuit, me poussant vers une sortie à laquelle je ne m'étais pas tout à fait préparé. Le dossier était sur le bureau depuis 3 jours. Je ne l'avais pas ouvert depuis que le coursier l'avait fait glisser sur la table en disant, sans contact visuel, qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais tout le monde sait que ce n'est jamais vrai. Je l'avais laissé reposer là, non ouvert mais indéniable, une chose silencieuse qui remplissait l'espace comme de la fumée. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre. J'ai regardé le parking.
Un camion de livraison tournait au ralenti près du bord du terrain, son chauffeur fumant, courbé contre le froid. Le monde se fichait de ce que j'allais faire. C'était réconfortant. Je n'avais pas besoin de public. J'ai ouvert le dossier lentement. À l'intérieur se trouvaient 5 pages, chacune soigneusement espacée, formatée proprement, imprimée sur un papier plus épais que nécessaire. Ce n'était pas un contrat juridique exactement, plus maintenant. C'était une affirmation, une finalisation, une direction fixée, non demandée. Il me nommait président du comité de surveillance de la Fondation Gardner pour les ponts du futur. Il définissait les termes de l'autorité. Il confirmait la réaffectation des droits de décision. Il détaillait les systèmes maintenant sous mon contrôle permanent. Il n'y avait pas d'introduction fleurie, pas de dédicace, pas de langage de gratitude, juste des clauses et des puces. Le genre de document où le sens vit dans le silence entre les phrases. J'ai tenu le stylo dans ma main un moment avant de le poser sur la page. J'avais signé mon nom 1000 fois auparavant, sur des chèques, sur des rapports d'ingénierie, sur des permis de construire, des formulaires fiscaux et des lettres d'excuses. Cela n'avait jamais signifié plus que l'obligation ou le protocole. Mais cela semblait différent. Cela semblait permanent. J'ai appuyé le stylo et j'ai commencé à écrire. Chaque trait lent, chaque lettre délibérée. Mon nom s'est déroulé sous sa forme habituelle, une forme que j'avais faite depuis l'enfance. Mais il a atterri plus lourdement sur la page qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, comme si quelque chose de final s'était enraciné sous l'encre. Je ne me sentais pas triomphant, ni ému. Je ne me sentais pas vengé. La signature n'a pas apporté le relâchement de la tension ou la montée de la victoire. Ce que j'ai ressenti, c'était le calme dans ma poitrine, le calme dans mes mains, le calme dans la pièce. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. J'ai remis le stylo sur la table et j'ai regardé le papier un long moment. Non pas pour l'admirer, non pas pour douter, juste pour en être témoin. J'ai plié les documents et je les ai remis dans l'enveloppe. Je l'ai scellé, je l'ai adressé, puis je l'ai placé à côté de la porte, où je ne l'oublierai pas en sortant. J'ai fait mes bagages lentement, quelques chemises, mes notes, le croquis du pont, soigneusement roulé et glissé dans un tube en carton. La lettre que Marcus avait écrite, toujours non relue une deuxième fois, mais gardée quand même. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle représentait la dernière chose honnête qu'il pourrait jamais me dire. Ou peut-être parce qu'elle représentait quelque chose d'inachevé et que je n'avais plus besoin de tout finir. Je suis allé au bureau de poste cet après-midi-là, portant l'enveloppe sous mon manteau, le froid de l'hiver frôlant mon visage. La femme derrière le comptoir me reconnaissait maintenant. Elle a hoché la tête et a pris le paquet sans un mot. Je l'ai regardé le peser, l'étiqueter et le mettre dans un bac. Au moment où il a quitté ma main, il n'était plus à moi. Dehors, le ciel est resté gris. Je ne suis pas retourné au motel. J'ai continué à marcher, à travers la vieille partie de la ville où les bâtiments portaient encore des enseignes fantômes peintes sur la brique. À travers le quartier où les arbres se penchaient sur des trottoirs fissurés et où des carillons éoliens chantaient sans mélodie. J'ai laissé mes pieds bouger sans direction. Je suis passé devant la bibliothèque, le restaurant, la petite quincaillerie avec une vitrine poussiéreuse d'outils qui n'avait pas été réapprovisionnée depuis des années. Et finalement, je me suis tenu au bord du parc. Il y avait un vieux banc en bois là-bas, sous un orme clairsemé. Je me suis assis. Le bois a grincé mais a tenu. J'ai regardé le terrain vague,
de l'herbe brune, quelques oiseaux picorant le sol gelé, des balançoires pour enfants immobiles dans l'air sans vent. C'est ici que j'avais un jour amené Marcus quand il était très jeune. Il courait devant moi, les bras écartés comme des ailes, faisant semblant d'être un avion. Je me suis souvenu du son de son rire. Non pas son ton, le temps l'avait volé, mais sa forme, le rythme, la façon dont il se brisait dans l'espace ouvert comme quelque chose d'intrépide. Maintenant, il n'y avait que le murmure des feuilles et le lent souffle de l'hiver qui pesait. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre avant de me coucher. L'air était froid et vif. Il a traversé la chaleur à l'intérieur comme un scalpel. Mais je l'ai laissé rester. Je me suis allongé sur le lit, sous la couverture usée, et j'ai regardé le plafond. Il n'y avait plus de mots à dire. Pas d'appel à retourner. Pas de conversation en attente dans un avenir imaginé. Seulement le son du vent contre la vitre et le poids d'une signature écrite sans fanfare. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence faire ce qu'il était toujours censé faire, tenir la forme de tout ce qui avait précédé sans en exiger davantage. C'était fait et j'étais toujours là.